Salut, aujourd'hui c'est Gunfire MC. Alors je voulais savoir si vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui c'est ma première vidéo longue. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Et pour ma première vidéo longue, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire de France. Euh, donc cette vidéo sera faite à partir d'un texte qu'on a étudié en classe. euh, En cours d'histoire, car en début d'année, le prof il arrive, il nous donne des feuilles, et pour étudier ce qu'est l'histoire. Qu'est-ce qu'est l'histoire? Alors, je prends la feuille, je la lis, et cette feuille n'est autre que l'intro de Jacques Bainville, l'histoire de France de Jacques Bainville. Jacques Bainville, qui est un historien, journaliste et écrivain français, né le 9 février 1879 et mort le 9 février 1936. On étudie donc le texte, et Et ma comp- donc on étudie le texte qui nous explique d'où est venue sa passion pour l'histoire et suivi de quelques questions. J'en voyais que dans la classe beaucoup s'ennuyaient, mais moi j'ai adoré. Du coup, après avoir trouvé le livre, je suis rentré chez moi et commencé une lecture effrénée. Donc après une lecture effrénée de plusieurs jours et avoir créé ma chaîne YouTube, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, j'ai décidé que ma première vidéo longue serait sur ce sujet-là. Comme vous pourrez s'y attendre, vous avez prévu une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, mais non, ce serait sur la Révolution française. Ça pose un problème à quelqu'un? Sur ce, bon visionnage, et c'est parti! Chapitre 15. Louis XVI et la naissance de la Révolution. Au moment où Louis XVI à 20 ans devient roi, il ne faut pas seulement regarder l'état de la France, il faut regarder l'état de l'Europe. Cette Europe est sinistre. C'est un âge de grands carnassiers. Frédéric II de Prusse et Catherine de Russie, une Allemande, ont commencé le partage de la Pologne, auquel ils ont associé l'Autriche. L'Angleterre, digérant ses conquêtes, ne pense aux intérêts de son commerce et garantir contre une concurrence et suprématie maritime. Tel était le monde lorsque la plus grande partie des Français rêvaient d'une rénovation de l'humanité et d'un âge d'or. La différence des doctrines et des écoles n'empêchait pas qu'il y ait en France un fond commun d'aspiration et d'illusion. Il est ainsi à toutes les époques. Le jeune roi n'eût pas été de la sienne s'il en avait dans une certaine mesure partagé les idées. On s'est souvent demandé ce qui serait arrivé si le duc de Bourgogne, l'élève de Fénelon, avait succédé à Louis XIV. Peut-être l'a-t-on vu sous Louis XVI. Les conceptions d'ailleurs vagues exprimées par le professeur Télémaque, qui était apparu aux dernières années du XVIIe siècle, mélangent d'esprit traditionnel et d'esprit réformateur, celles que la Régence avait appliquées à un moment avec ses conseils aristocratiques. Ces conceptions s'étaient conservées dans la famille royale. Le vertueux dauphin, fils de Louis XV, était attaché et Louis XVI avait été élevé dans ce souvenir. Qu'en ont fait les grands, les états de province, les parlements prometteurs d'échéance? Écrivait-il de sa main un peu après son avènement, quand on a lancé l'évolution poursuivie depuis 1660. Les mesures les moins intelligibles la première fois de son règne, ainsi que le premier ministre de la guerre Ségur voudrait que les officiers soient nobles, partent de là. Le bien public, par le moyen de la monarchie agissant comme une autorité paternelle et respectant les vieux droits, les libertés, franchises et garanties, les trois ordres et les grands corps, le retour à l'ancienne constitution de la monarchie telle qu'on l'imaginait. C'était moins des principes qu'une tendance qui paraissait se confondre certains points, sauf la question religieuse avec celle des philosophes, mais qui en était l'opposé. Car pour les philosophes, le progrès devait se réaliser par l'abolition du passé, par une législation uniforme, en un mot, par le despotisme éclairé. Celui de Frédéric, de Catherine, de Joseph II, celui que concevaient un Choiseul et un Mapou, les hommes les plus étrangers du monde à la tradition. Sous Louis XV, la grande affaire avait été celle des parlements. Choiseul avait gouverné avec eux, Mapou sans eux. Le coup d'état de Mapou, on disait même sa révolution, était encore tout frais en 1774 et David restait partagé. Mais la suppression des parlements avait été un acte autoritaire, et Louis XVI, comme le montre toute la suite de son règne, n'avait ni le sens ni le goût de l'autorité. Le nouveau roi donna tort à son grand-père. Il trouva, dit Michelet, que le Parlement avait des titres. Après tout, aussi bien que la royauté. Que Louis XV, en y touchant, avait fait une chose dangereuse, révolutionnaire. Le rétablir, c'était réparer une brèche que le roi même avait faite dans l'édifice monarchique. Turgot en vain lutta et réclama. Le Parlement rentra, novembre 1774, hautain, tel qu'il était parti, hargneux et résistant aux réformes les plus utiles. Ainsi, pour l'école de la tradition, la suppression des parlements avait été une altération de la monarchie, l'indépendance de la magistrature étant l'une des lois fondamentales du royaume.
Mais le recours aux états généraux en était une aussi. Il y avait plus d'un siècle et demi que la monarchie avait cessé de convoquer les états généraux, parce qu'il est presque toujours été une occasion de désordre. L'indépendance des parlements avait été supprimée à son tour, parce que l'opposition des parlementaires redevenait aussi dangereuse qu'au temps de la Fronde et paralysait le gouvernement. Le conflit qui n'avait pas tardé à renaître entre la couronne et le parlement rendrait inévitable le recours aux états généraux. Bien qu'on ne l'ait pas vu sur le moment, il est donc clair que le retour à la tradition, qui est au fond de la pensée de Louis XVI et qui unissait dans son esprit un programme de réforme sans moyen de les réaliser, ramenait la monarchie aux difficultés dont avait voulu sortir sous Louis XIV et sous Louis XV. Ces difficultés politiques décupleraient avec les difficultés financières nées des deux guerres de 7 ans, qui ne pouvaient être résolues si la méthode de Mapou était continuée et qui serait accrue par des tâches que la France allait rencontrer à l'extérieur ou grandissait des forces hostiles. Conjuguant l'état de l'esprit nourri d'utopie par la littérature et d'une société qui, du haut jusqu'en bas, disait de changer les choses ou aspirait vaguement à changer quelque chose. On y joignait encore jusqu'au trône l'affaiblissement de l'idée d'autorité et on aura les éléments de révolution qui approchaient. Force est à constater, force est à l'histoire de noter qu'elle est venue 15 ans après le rappel des parlements et dès le jour où furent réunis les états généraux. Louis XVI, dit admirablement Sainte-Beuve, n'était qu'un homme de bien, exposé sur un trône et s'y sentant mal à l'aise. Par une succession d'essais incomplets, non suivis, toujours interrompus, il hérita la fièvre publique et ne fit que la redoubler, car, ajoutait Sainte-Beuve, le bien, pour être autre chose qu'un rêve, a besoin d'être organisé. Cette organisation a besoin d'une tête, ministre ou souverain. Cela manqua entièrement durant les 15 années d'essais et de tâtonnements accordés à Louis XVI. Le personnage, même les meilleurs, qui voulut se donner d'abord pour auxiliaires et collaborateurs dans son sincère amour du peuple, est imbu des principes, des lumières sans doute, mais aussi, à un haut degré, des préjugés du siècle, dont le fond était une excessive confiance dans la nature humaine. Il lui fallut un roi, pratique et prudent, et Louis XVI n'avait que de bonnes intentions et des idées confuses. Son premier ministère, que nous nommerions un grand ministère, était composé de compétents hommes travailleurs, intègres, populaires pour la plupart. Le jeune roi n'avait écouté ni ses sentiments, ni ses préférences, puisqu'il avait appelé Malherbe, célèbre pour la protection qu'il avait accordée aux philosophes lorsqu'il avait été directeur de la librairie, c'est-à-dire de la presse. Maurepas, homme d'état de vieille expérience, Miroménil, garde des sceaux, Vergennes, notre meilleur diplomate, et putain, Saint-Germain à la guerre. Enfin, surtout Turgot, l'illustre Turgot, dont Voltaire baisait les mains en pleurant. Il y avait dans ce personnel tout ce qui donnait le plus d'espoir. Cependant, ce ministère ne réussit pas. Il est impossible de dire si les réformes de Turgot auraient préservé la France d'une révolution. Ses plans avaient une part de réalisme et une part de chimère. Il s'inspirait d'ailleurs des idées qui avaient cours, ses successeurs les ont suivis, les assemblées révolutionnaires les reprendront. Par ce choix même, l'inconséquence de Louis XVI éclatait. Turgot qui s'est fait connaître comme intendant et les intendants représentaient le progrès par le haut, dans les pays qui relevaient directement de la couronne. Leur esprit était opposé à l'esprit des parlements que le roi restaurait. Il y a dans le nouveau règne une première contradiction. De toute façon, le temps manqua à Turgot pour exécuter son programme, et s'il avait obtenu dans l'intendance de Limousin les résultats qu'il avait rendus célèbres, c'est parce qu'il était resté 13 ans à son poste. Il ne resta que 2 ans ministre. Ce n'est pas seulement à cause de l'opposition qu'il rencontra et à laquelle on devait s'attendre. Turgot ne pouvait combattre les imbus sans blesser les désintérêts et rencontrer des résistances. Celle du Parlement en premier lieu, qui, à peine réintégré avec promesse de ne pas retomber dans son ancienne opposition, manifestait de nouveau son bizarre esprit, la fois réactionnaire et frondeur. Le plan de Turgot pour assainir les finances n'était pas nouveau, et on a rendu justice aux contrôleurs généraux qui l'ont précédé. Il s'agissait toujours de faire des économies, de mieux répartir l'impôt entre les contribuables, de supprimer les exemptions et les privilèges, et ses projets soulevaient toujours les mêmes tempêtes. D'autre part, Turgot, convaincu comme l'avait été Sully que l'agriculture était la base des richesses nationales, cherchait à favoriser de diverses manières et en même temps remédier les fléaux des disettes par la liberté du commerce des blés. Là, il ne s'arrêta pas seulement aux intérêts, mais aux préjugés. Il fut accusé, lui, d'honnête homme, de faire sortir le gain du royaume comme Louis XVI avait été du pacte de famine, dans ce programme de liberté. Dans ce programme de liberté, Turgot touche, et d'ailleurs à d'autres privilèges, ceux des corporations de métiers, ce qui provoquait les colères du petit commerce. Ses préférences pour la culture lui valaient aussi le ressentiment de l'industrie et de la finance. Turgot, dit Michelet, eut contre lui les seigneurs et les épiciers. Il faut ajouter les banquiers dont le porte-parole était Necker, un Genevois, un étranger comme l'eau,
qui avait comme lui une recette merveilleuse et funeste, l'emprunt, la peine illimitée au crédit. Les illimités que Turgot s'était acquises à la cour et dans le pays étaient celles que devait rencontrer tout ministre des Finances réformateur. Elles contribuèrent sans doute à le renverser. La vraie cause de sa chute fut d'une autre nature. Pour remplir son programme, Turgot avait besoin de la paix. Il disait que le premier coup de canon serait le signal d'une banqueroute. Mais que répondait le ministre des Affaires étrangères? En 1776, un événement considérable venait de se produire. Les colonies anglaises de l'Amérique du Nord s'étaient insurgées. La France l'occasion d'effacer les conséquences du traité de Paris, s'affranchir et d'affranchir l'Europe des tyrans des mers. Cette occasion pouvait-elle être perdue? À cet égard, les pensées qui faisaient le gouvernement français divisent encore les historiens selon le point de vue auquel ils se placent. L'historien des finances juge que cette guerre était funeste parce qu'elle a coûté 1,5 milliard ou 2 milliards. Comme Turgot l'avait annoncé, précipiter la banqueroute. L'historien politique estime le résultat à atteindre valait plus que ce risque. Ce fut l'avis de Vergennes et que Turgot préféra se retirer. Nous sommes ici à la jointure des difficultés extérieures et difficultés politiques et financières auxquelles la monarchie devait bientôt succomber. Nous avons vu se développer un état d'esprit public qui avait quelque chose de morbide. Michel n'a pas tort de souligner l'importance du magnétisme de Mesmer et l'invention des ballons qui fortifièrent la foi dans les miracles humains. Les miracles du progrès. Nous avons vu d'autre part que le pouvoir avait perdu son énergie et qu'il s'était mis lui-même sur la voie qui devait le conduire à convoquer les états généraux, c'est-à-dire à déterminer l'explosion. La guerre d'Amérique ne aurait pu se dispenser sans compromettre les intérêts de la France et se résigner à elle pour un effacement irréparable, qu'on pense à ce que serait aujourd'hui l'Empire britannique si comprenant en outre les États-Unis. La guerre d'Amérique donna le choc par lequel la révolution fut lancée. Disons tout de suite que Necker, appelé aux finances sous le couvert d'un homme de paille, parce qu'il était étranger, trouva les moyens de financer la guerre contre les Anglais. Mais à quel prix? Par ses combinaisons d'emprunts terriblement onéreuses pour le trésor. Il légua à ses successeurs un fardeau écrasant dont il a porté l'impopularité. Ici encore, quelle peine on a à choisir. Ce n'est pas juste d'accuser Calonne et Brière des fautes de Necker. Est-il de reprocher à Necker, chargé de trouver de l'argent pour la guerre, de se procurer par des moyens faciles, qui avait l'avantage de ne souffrir l'opposition de personne, et par lesquels bientôt nos finances l'auraient culbuté. L'engouement du public pour la guerre d'indépendance américaine est d'année qui rappelle ses emprunts et Vergennes a réalisé son projet. L'Amérique, se soulevant contre l'Angleterre, faisait écho aux idées de liberté que le XVIIIe siècle avait répandues. Le bonhomme Franklin, au fond d'un de ces faux bonhommes qui n'a pas répété pour son pays, tu flattais la sensibilité à la mode et fut reçu comme un personnage en chaque Rousseau. Cet enthousiasme se traduisait par le départ lequel le gouvernement fermait les yeux, la faillite et de ses volontaires. Plus tard, la France envoya en Amérique avec de nombreux subsides, des troupes régulières sous Rochambeau. Il n'est pas douteux que sans le compromis avec les échanges américains s'étaient écrasés. Cependant, la guerre de 7 ans n'a pas été perdue. Vergennes savait que pour lutter avec avantage contre l'Angleterre, la France devait avoir les mains libres sur le continent. Partisan de l'alliance autrichienne, il refusait l'instrument et de la détourner de son objet véritable, qui était de maintenir en Allemagne, contre la Prusse, l'équilibre créé par le traité de Westphalie. L'empereur Joseph II, esprit brillant et inquiet que les lauriers de Frédéric empêchaient de dormir, crut que les hostilités entre la France et l'Angleterre s'accompagneraient d'une nouvelle guerre continentale favorable à ses ambitions. Vergennes se hâta de le détromper. L'Autriche ne devait pas devenir un naufrage comme la Prusse, une cause de désordre en Allemagne. Joseph II, à la mort de Hector de Bavière, ayant voulu s'emparer de ses États, la France intervint au nom de son droit de garantie sur l'Empire germanique et par la Convention de Gênes, en 1769, imposa sa médiation à l'Autriche et à la Prusse, prête à en venir au nom. Se rompre l'alliance autrichienne, sans se rejeter du côté de la Prusse dans le véritable esprit de notre politique d'Allemagne, fondée sur la tradition bien comprise de Richelieu. Louis XVI et Vergennes ne s'étaient pas laissés détourner de la guerre maritime par une guerre terrestre. La preuve est en fait que l'Angleterre ne pouvait atteindre que sur les mers. La paix conservée en Europe eut un autre avantage. Non seulement l'Angleterre n'eut pas d'alliés, mais les peuples, menacés par son avidité et las de sa tyrannie navale, se rangèrent de notre côté, comme l'Espagne et la Hollande, tandis que les autres, sur l'initiative de la Russie, formaient une ligue neutre, ligue armée, décidée à imposer aux Anglais la liberté de leur navigation. Les circonstances, dues à une sage politique, ont permis à la monarchie expirante de prendre sa revanche sur le traité de Paris. La guerre d'indépendance américaine n'a pas le fait qu'un épisode de la rivalité anglo-française. L'Angleterre renonça à vaincre les insurgés, c'est-à-dire d'ailleurs sans nous attendre,
le jour où elle lui renonça nos empires sur mer. Notre flotte n'avait pas été reconstruite et fortifiée en vain. L'argent qu'elle avait coûté n'avait pas été inutile. Si un projet de débarquement en Angleterre avorta, comme avortera celui de Napoléon, partout, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, l'escadre avait tenu les Anglais en échec, et le bailli de Suffren s'illustra comme l'un de nos plus grands marins. L'Angleterre n'était plus la maîtresse incontestée des mers. Elle avait convoité les colonies espagnoles et hollandaises pour compenser la perte de l'Amérique. Elle a dû s'en passer, et si le garde à Gibraltar rendit Minorque à l'Espagne. Nous-mêmes, pour le traité de Versailles 1783, nous affranchissons Dunkerque des servitudes laissées par le traité d'Utrecht. Nous trouvions le Sénégal sur lequel notre empire africain d'aujourd'hui n'existerait pas. Notre prestige restauré en Extrême-Orient nous permettrait de pénétrer en Annam et d'amorcer notre établissement dans l'Indochine par laquelle un jour nous remplacerions l'Inde. Grand enseignement qui ne doit pas être négligé. Nous avons perdu nos colonies sur la mer. C'était aussi sur la mer que nous commencerions à réparer cette perte. Le défaut du traité de Versailles, c'est d'être une sorte de paix sans vainqueur ni vaincu. Elle prouvait que nous étions capables de tenir tête à l'Angleterre, elle ne résolvait rien. Le compromis de 1783 était un résultat, mais fragile. L'équilibre pouvait toujours être rompu par l'effort maritime de l'un ou l'autre pays, et c'est ce que l'Angleterre craignait de ne pas réparer de son côté. Vergennes, prudent et modéré, voulut consolider la situation acquise. La vérité de la France et de l'Angleterre lui paraissait comme un malheur, et il disait que les incompatibilités entre les nations n'étaient qu'un préjugé. En 1786, un traité de commerce qui sera un des griefs des États généraux contre la monarchie. On leur reprochait d'avoir inondé la France de marchandises anglaises. Le gouvernement de Louis XVI voulait réconcilier les deux pays, les unir, les associer par les échanges, par leur participation à une prospérité qui, des deux côtés de la Manche, grandissait tous les jours. Dans toutes les affaires qui se présentaient jusqu'à la Révolution, en Hollande par exemple, si nos amis républicains furent renversés par les organistes à l'instigation de la Prusse et de l'Angleterre, la France évita ce qui pouvait conduire à un conflit. Elle laissa faire. Elle fut volontairement consciente et pacifique. Pourtant, l'Angleterre observait nos progrès avec jalousie. Elle ne consentait pas à partager la mer avec nous. Et plus son industrie et sa population se développaient, plus elle dépendait de son commerce, et plus elle redoutait notre concurrence. Au fond, du peuple anglais montait l'idée que la paix blanche de 1783 avait démontré la nécessité d'arrêter la renaissance maritime de la France. La rivalité, donc déjà de près d'un siècle à laquelle Vergennes avait espéré mettre un terme, devait éclater bientôt et avec une nouvelle violence, et que les Anglais cette fois seraient résolus de mener la lutte jusqu'au bout. On comprend ainsi que la Révolution française était été pour l'Angleterre ce que la Révolution d'Amérique avait été pour la France. Un élément de leur politique, une occasion, un moyen. Le gouvernement de Louis XVI avait de nombreuses raisons de tenir à la paix. D'abord, trop heureux d'avoir effacé les suites funestes de la guerre de 7 ans, il voulait s'en tenir là, ne pas compromettre les résultats acquis, il avait l'illusion que la France lui en serait gré. En outre, l'état de l'Europe n'était pas bon. La question d'Orient apparut avec les progrès de la Russie, mettant en danger deux clients de la France. L'État polonais, notre allié politique, et l'Empire ottoman aux intérêts matériels et moraux, accumulés depuis 250 ans, étaient considérables. Protéger à la fois l'intégrité de la Turquie et l'indépendance de la Pologne déjà atteinte par un premier partage. Se servir de l'alliance autrichienne pour empêcher l'empereur de succomber aux tentations de Catherine de Russie, qui offrait à Vienne et à Berlin leur part des dépouilles turques et polonaises. Mettre en somme l'Europe à l'abri d'un bouleversement dont l'effet eût été et devait être de faire tomber la France durant qu'elle occupait. La situation imminente et sûre qu'elle avait acquise sur Richelieu et Louis XIV. Tels furent les derniers soucis de la monarchie française. On conçoit le soulagement avec lequel les autres monarchies en apprirent la chute, puisqu'elle était le gendarme qui maintenait l'ordre en Europe et empêchait les grandes déprédations. Une autre raison vouait le gouvernement à la prudence. La question d'argent, considérablement aggravée par les faits de la guerre d'Amérique et qui devenait l'une des plus grandes préoccupations du public, autant celle du pouvoir. L'ensemble et l'enchaînement de tous ces faits nous rend compte de la manière dont s'est produite la Révolution. Par exemple, nous avons sous les yeux, et par l'expérience de la guerre et des années qui l'ont suivi, où 1000 choses du passé ont été revécues, nous comprenons aujourd'hui qu'une mauvaise situation financière puisse accompagner la prospérité économique. Tous les témoignages sont d'accord. La prospérité était grande sous le règne de Louis XVI. Jamais le commerce n'avait été plus florissant, la bourgeoisie plus riche. Il y avait beaucoup d'argent dans le pays.
Trop considérable qu'il était, le déficit pouvait être comblé avec un meilleur rendement des impôts. Malheureusement, les ministres réformateurs se heurtaient de vieilles résistances, qui n'étaient pas seulement celles des privilégiés, mais celles de tous les contribuables. Dont le protecteur attiré était le Parlement. La prodigieuse popularité de Necker tient à ce qu'il ait recours non à l'impôt, mais à l'emprunt. Habile à dorer la pilule, à présenter le budget comme dans son fameux compte-rendu, sous le jour du plus favorable mais aussi le plus faux, il n'eut pas de peine, en fardant la vérité, à attirer des capitaux considérables. De là, deux conséquences. Les porteurs de rente devinrent extrêmement nombreux, et une banqueroute frapperait mais contenterait désormais un très grand nombre de personnes. D'autre part, Necker ayant donné l'illusion qu'on pouvait se passer d'impôts nouveaux, eut la faveur de tous les contribuables, notamment du clergé, à la bourse duquel on avait coutume de s'adresser en cas de besoin, mais il rendit par là les Français de toutes les catégories encore plus belles à la taxation. Necker était tombé en 1781, 2 ans avant la fin de la guerre, sur une question de politique intérieure. Emprunter ne suffisait pas. Il fallait trouver des ressources par une réforme financière. Aucune n'était possible si le Parlement s'y opposait. C'est pourquoi Necker avait entrepris de céder dans toutes les provinces, quel qu'en fussent le régime et les droits, des assemblées provinciales qui seraient en partie transférés les pouvoirs des parlements et des intendants. Il est conçu que Necker voulait attacher les parlements aux fonctions honorables et tranquilles de la magistrature et soustraire leur regard les grands objets de l'administration, il les parlementaires contre lui. En somme, Necker en revenait par un détour à main. Quelle répugnance qu'eut Louis XVI à ce sébat de Necker après cette séparée de Turgot. Il n'eut pas de peine à écouter Maurepas, qui lui montra le danger de ce nouveau conflit, sans compter l'inconséquence qu'il lui a humilié ou a brisé le nouveau Parlement restauré. Il est bien difficile de sortir de ces difficultés et de ces contradictions, et Louis XVI commençait à être prisonnier de ses principes et à tourner dans son cercle vicieux. Cependant, sous ses artifices, Necker avait caché d'énormes trous. Son successeur, Joly de Fleury, révéla la vérité. C'est à lui qu'on empruntait le déficit. Il tomba avec son tour le Conseil des finances qu'il avait institué pour établir l'ordre dans les comptes. Après lui, le roi crut qu'un administrateur de carrière, un homme, remplirait la tâche, le fer d'Ormesson. Prit des mesures nettes et franches, qui n'eut d'autre effet que de porter un coup au crédit et causer la panique. Des ministres avaient été usés en 2 ans. Un homme habile se présenta. C'était Calonne. Il est resté célèbre parce qu'on l'a regardé comme le fossoyeur de l'ancien régime. À son nom est resté attaché le mot célèbre de Beaumarchais, dont Figaro faisait fureur. Il faisait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. De nos jours, on a presque réhabilité Calonne. En tout cas, on a compris ses intentions. C'était un homme adroit, séduisant, qui comptait sur les ressources et de son esprit pour dénouer les situations les plus difficiles. Devant le vide du trésor, il affecta un optimisme qu'il n'avait pas. Connaissant la nature humaine, il pensa que, pour ne pas heurter aux oppositions que ses prédécesseurs, il fallait avoir l'économie aimable et non hargneuse. Ces générosités bien placées, agréables à des personnes influentes, supprimeraient les crailleries et permettraient de sérieuses réformes. En même temps, près de quelques millions, il donnerait l'impression de richesse, resterait le crédit et le délai serait obtenu et les ressources de la France assez grandes pour que l'État fût alors en embarras au bout de quelques années. Voilà le secret de ce qu'on a appelé les prodigalités de Calonne. Elle partait d'une méthode assez voisine de celle de Necker. Il est établi d'ailleurs que la grande mangerie de la cour a été exagérée, parce qu'elle était visible, mais que, tout compte fait, les profusions de Calonne, les dépenses qu'il permit à la reine, aux frères du roi, n'excèdent pas que ce que Turgot lui-même avait consenti. J'ai dépassé toutes les bornes et cru le plus récent et le plus impartial scrutateur de notre histoire financière que de voir dans ses complaisances pour les gens de la cour capitale de la reine des finances. En somme, pour durer, gagner du temps, le seul remède à son avis, Calonne jetait de la poudre aux yeux et quelques pâtures aux mécontents. Mais comme les autres, il éprouva l'hostilité des parlements, dont le rôle devant la restauration fut entièrement négatif. Adam prêchait la nécessité des économies, il continuait par penser à refuser impôts, emprunts et réformes. Là était l'obstacle de tout. On peut donc soutenir de nouveau avec plus de force ce que nous indiquions tout à l'heure. En relevant les parlements, Louis XVI a empêché un rajeuissement de l'État qui ne pouvait avoir lieu sans les ordres par le pouvoir lui-même, à son autorité.
C'est ainsi que par sa fidélité et aux idées de son aïeul le duc de Bourgogne, Louis XVI a provoqué la Révolution. En effet, si sous Louis XV, Choiseul avait flatté les parlements, si Mapou les avait brisés, c'était pour ne pas avoir à recourir dans un conflit insoluble entre la couronne et ses corps indépendants à l'arbitrage des États généraux. La couronne devait s'en tenir au coup d'État de 1771 ou bien s'appuyer sur la représentation nationale. Louis XVI, hostile au coup d'État, était conduit à adopter le second terme d'une alternative à laquelle il était depuis 25 ans impossible d'en échapper. Calonne interpréta correctement la pensée du roi lorsqu'après 2 ans de conflit avec les parlements, il lui suggéra de convoquer une assemblée de notables, un des rouages de la monarchie constitutionnelle et aristocratique qu'avait déjà conçu Fénelon. Dès ce moment-là, février 1787, la révolution est en marche. Qu'importe Calonne aux notables, un mélange d'idées de Necker et de Turgot, c'est qu'on agitait vaguement un peu partout. Le programme de la Constituante en grande partie reprendra rien. Rien ne serait plus faux que de regarder Calonne comme un réactionnaire. C'est un réformateur qui parle à ses représentants des 3 ordres, choisis parmi les personnalités considérables ou populaires. Lafayette en était, ainsi que de grands seigneurs renommés pour leur philanthropie, leur attachement aux idées nouvelles. Dans les secrétariats, Mirabeau et Talleyrand débutent. Calonne croyait prendre appui sur cette assemblée pour obtenir des réformes que repoussait le Parlement. Il se figurait avec l'optimisme de son temps, accru par son optimisme naturel, qu'en invoquant le bien public, il obtiendrait ce qu'il cherchait. Un nouveau système d'impôts voté par des assemblées provinciales avec suppression des exemptions injustes. C'est-à-dire que Calonne s'adressait au bon cœur des privilégiés et aux aspirations égalitaires du tiers-état. Avec une véritable naïveté pour mieux agir sur les esprits, il met à nu la détresse du trésor. Les notables, au lieu d'ouvrir leurs bourses, profitèrent pour le changer de tous les péchés. Les accusations d'impéritie et de profusion qui baisèrent sur sa mémoire datent de là. Il devint le bouc émissaire de l'ensemble des causes qui avaient ruiné nos finances. Le scandale fut tel que le roi dut lui signer son congé. Les premières assemblées, cette assemblée tirée sur le volet, avait pour ses débuts renversé un ministre haï des parlements. Elle ne fit pas autre chose. Léo Mény de Brienne, un prélat ami de Choiseul et des philosophes, disait même athée, succéda à Calonne et reprit ses projets. Il n'obtint rien de plus de notable, pressé surtout de ne pas payer. Pour renvoyer plus tard le quart d'heure de Rabelais, ils se rejetèrent sur l'idée qu'une grande réforme des impôts devait être approuvée par les États généraux, ou même, comme le disait Lafayette, mieux que cela par une assemblée nationale. On y allait désormais tout droit. À la fin de l'année 1787, il y eut particulièrement funeste pour la monarchie, qu'elle mit Louis XVI en contradiction avec lui-même. Il fut obligé d'entrer en lutte ouverte avec les parlements qu'il avait rétablis. Refus d'enregistrer les édits qui créaient les nouvelles taxes, refus de reconnaître les nouvelles assemblées provinciales, sur tous les points, les cours souveraines se montraient intraitables. Elles invoquaient elles aussi ces lois fondamentales, ces antiques traditions du royaume en vertu desquelles le roi les avait restaurées. Le respect des anciennes coutumes provinciales, indépendance inamovible des magistrats, vote des subsides par les États généraux. Devant cette opinion opiniâtre, il fallait revenir au lit de justice, à l'exil des parlements, aux arrestations des parlementaires. Le gouvernement était ramené au procédé du règne de Louis XV sans pouvoir appliquer avec la même énergie et en ayant cette fois l'opinion publique contre lui. La résistance des parlements désormais liée à la convocation des États généraux était populaire. L'idée de consulter la nation était lancée dans la circulation et s'associait à l'idée de liberté. L'école philosophique du despotisme éclairé, celle qu'avaient soutenue Choiseul et Mapou, avait disparu. Le libéralisme mis en vogue par la littérature et propagandé par l'exemple américain l'a remplacé. Brienne, un Mapou impuissant, ou plutôt inconscient, ne fut pas heureux dans sa lutte contre les parlementaires. Il revendiquait la tradition. Il voulut remonter plus haut qu'eux, inventa une cour plénière rétablie, disait-il, sur le modèle donné des premiers Capétiens, sinon par Charlemagne. Le Parlement, féru d'antiquité, se serait réduit à de modestes fonctions qui remplissaient à ses origines.
En somme, Brienne joue un tour au magistrat. Son système artificiel n'eut qu'une conséquence. Que voulait-il? Le roi dans ses conseils, le peuple dans ses états. Donc, plus de pouvoir intermédiaire, appel direct à la nation. Ainsi, bien qu'il l'ait promis seulement pour plus tard, Brienne, à son tour, annonçait les états généraux. En jouant à l'archaïsme, le gouvernement et le parlement hâtaient également l'heure d'ouvrir les écluses. À ce jeu, on se blessa à mort. La famille royale elle-même s'y déchira. Le duc d'Orléans, entré dans l'opposition, fut exilé à Villers-Cotterêts pour avoir publiquement reproché à Louis XVI d'agir contre la légalité le jour de l'enregistrement forcé des nouveaux édits. Le gouvernement devait impossible parce qu'il multipliait les obstacles sur sa route. Placer un piège devant chacun de ses pas à un moment où il n'y avait plus aucune bonne volonté nulle part. Au fond, le plus grand de ces sujets de mécontentement et d'inquiétude, c'était la question d'argent. Les privilégiés redoutaient les impôts. Une assemblée de clergés réunie par Brienne qui en espérait un subside le refusa net, déclara tant le prétexte était commode que le peuple français n'était pas imposable à volonté. D'autre part, les nombreux créanciers de l'État et les porteurs de rentes s'alarmaient. Personne ne voulait payer, les rentiers voulaient l'être. Tout le monde comptait sur les états généraux, soit pour échapper à la taxation, soit pour garantir le paiement de la dette publique. Autant de gribouilles impatients de se jeter à l'eau de peur d'être mouillés. Cependant, les impôts existants rentraient mal, parce que le nouveau mécanisme des assemblées provinciales ne fonctionnait pas encore bien. Les ressources du trésor étaient taries parce que la confiance était ébranlée. Sinon détruite, ne se faisait plus rien aux emprunts tandis que les banquiers refusaient des avances. Le gouvernement, non sans courage, lutta encore pendant quelques mois contre vent et marée. Ne renonçant pas à des réformes, persistant à se montrer plus libéral que le Parlement, le forçant à donner aux protestants l'état civil. En mettant tout au mieux, il lui fallut au pouvoir 5 ans de tranquillité pour établir un peu d'ordre dans les finances. Ce répit, il était trop tard pour l'obtenir. Les parlements avaient parlé, plus fort que tout le monde, d'états généraux, de liberté individuelle et d'abolition des lettres de cachet. L'opinion publique prit le parti des parlements, de la résistance paralysait l'État et l'acculait à la faillite et par le refus des impôts. La révolution commença ainsi, et comme avait commencé la Fronde, avec cette différence que cette fois, la province donna le signal du mouvement, Paris n'ayant encore vu que quelques manifestations s'emporter. En Bretagne, en Dauphiné, en Béarn, les mesures de rigueur avaient été prises contre les parlements réfractaires, déterminèrent une sérieuse agitation. Il y avait dans ces provinces réunies, plus ou moins tardivement au mur du royaume, un bizarre mélange de ce qui retrouvait jusque dans l'esprit du roi, d'idées anciennes, attachements de vieilles franchises, diminuées ou menacées, et d'enthousiasme pour les principes libéraux. L'extrême complexité de la situation politique et morale ne peut être sentie que si on observe par exemple qu'à Rennes la noblesse prit de la défense de son parlement, que les gentilshommes bretons envoyés à Paris pour protester auprès du roi, d'un langage si insolent qui fut mis à la Bastille, où ils illuminèrent aux applaudissements du peuple de Paris, le jour de la chute de Brienne. En Dauphiné, la noblesse comptait peu, se confondait parmi la bourgeoisie. Là, toutes les classes s'unirent pour la défense du parlement dauphinois. Une assemblée des 3 ordres se tint spontanément, et le gouvernement lui ayant interdit Grenoble siégea à Visil, d'où partit le 21 juillet une déclaration qui retentit à travers la France. Programme clair, complet, dont le juge Mounier était l'auteur, frappant résumé des idées qui flottaient partout depuis 10 ans, que les ministres eux-mêmes avaient lancées. Pas de réforme, pas de subsides sans le vote préalable des États généraux. Élection de tous les députés, double présentation du tiers-état, enfin, vote par tête et non par ordre. C'est-à-dire possibilité pour le 3e ordre d'avoir la majorité sur les 2 autres. La formule courut la France eut un immense succès. La veille, outre les États généraux, remise en mineur pour les amateurs d'ancienneté, alla s'emplir de vin nouveaux. Chose curieuse qui ne donne plus, après ce que vous en avez déjà, des retardataires comptaient sur les États pour y faire des politiques et défendre habilement leurs intérêts, comme ceux de 1614. Enfin, certains cahiers montrent que la noblesse espérait rejeter le poids des impôts sur les clergés réciproquement. Il n'y aura qu'un grand balayage, où disparaîtront les privilèges et les exemptions, les franchises provinciales, le Parlement eux-mêmes, gouvernement et monarchie, tout ce qui avait cru, par le retour à l'antique institution, se conserver ou se rajeunir. Lorsque fut lancée la proclamation de Visil, Brienne avait déjà le 5 juillet
annonçait toutefois la date sans les réunir. L'Assemblée du clergé, en refusant de fournir un secours d'argent, avait porté le coup de grâce à cet évêque ministre. Dans tout ceci, les questions financières épousent les questions politiques. Le trésor était vide, réduit aux expédients. On en était sur le point de suspendre les services des rentes. Il devenait difficile de payer les fonctionnaires. Afin d'amortir le coup, Brienne, le 8 août, convoque décidément les États généraux pour le 1er mai 1789. Le 16, il annonce que l'État à bout de tous donne cette demi-banqueroute à raison qui reste la vraie. La confiance publique est altérée pour le même qui aurait dû conspirer à la soutenir. Les emprunts publics ont été contrariés comme s'ils n'eussent pas été nécessaires. Lors sous le haro général, comme naguère Calonne, Brière tomba. Mention spéciale, là on n'est plus sur le texte de Jacques Bainville, donc petite mention spéciale sur l'image que vous voyez. Alors on voit en arrière-plan c'est le roi. Les personnes en rouge c'est le clergé. En face du clergé c'est la noblesse. Et tous ceux qu'on voit au premier plan c'est le tiers-état qui compose la grande majorité du Parlement. On va reprendre la lecture. Ainsi, la plaie d'argent, dont l'ancien régime souffrait depuis longtemps, était devenue mortelle. Et la racine du mal était dans les libertés, franchises et immunités, héritage historique de la difficile constitution de la France, garantie qui rendait l'individu le groupe plus fort et l'État plus faible. Nous avons l'idée des sanctions fiscales attachées à des terres ou des villes. Des cours souveraines dont les magistrats, indépendants du pouvoir, puisqu'ils ont acheté leur charge comme une propriété, prennent systématiquement la défense des contribuables. De provinces piégées récemment conquises qui jouissent leur autonomie financière, un quart de la France vivait sous un autre régime que le reste du royaume. Le clergé, également autonome à son budget, sa dette et ses charges vis-à-vis de l'État, il accorde ou refuse à volonté son don gratuit. Sous la coalition de ses droits, les finances de l'ancien régime ont succombé, et l'ancien régime a succombé avec elle pour abandonner la politique qui lui avait tracé Richelieu. Louis XIV et Louis XV, pour avoir incliné son pouvoir devant des pouvoirs qu'il aurait fallu dominer et discipliner. Et qu'il est arrivé après lui? Quelle était l'œuvre fiscale de la Révolution? La simplification qu'elle a obtenue, l'unification qu'elle a réalisée dans l'État. Mais c'est pas mieux tiré que la monarchie. Parce qu'en même temps qu'elle a provoqué le désordre et qu'elle a été impuissante à le réprimer, aussi elle est tombée tout de suite dans la faillite irrémédiable, celle des assignats. L'ordre financier ne reviendra qu'avec la dictature de Napoléon. D'où cette conclusion, dont l'apparence est seule paradoxale, que ce qui a marqué le plus à la monarchie, c'est l'autorité, au moment même où on se mettait à l'accuser de despotisme. Puisqu'elle a péri à la question d'argent, il faut savoir que c'est par cette question qu'elle était insoluble. Deux faits vous répondent. Le déficit, d'après le compte rendu de Brienne, était de 160 millions sur une dépense d'un demi-milliard. La France comptait alors 25 millions d'habitants. C'était une affaire de 6 à 7 francs par tête. D'autre part, le service des emprunts assemblait la moitié des recettes. Une proportion pareille a semblé excessive et irrémédiable jusqu'au jour où nos budgets d'après-guerre ont montré une proportion encore plus forte. On ne peut donc pas dire que la situation s'est désespérée. Elle n'était pas sans issue, répétons-le, que par la capacité où se trouvait l'État à créer des ressources suffisantes de percevoir les impôts calculés sur nos besoins. À cet égard, la révolution ne sera pas plus heureuse que la liberté, ne nous réussira mieux pour réussir la liberté qui nous réussit au roi. Quant aux frais de la famille royale et de la cour, quant aux faveurs et aux pensions dont on a tant parlé, outre que beaucoup ont commencé sa liste rendue à l'État et constitué des retraites, on ne peut rien dire plus juste que ceci. Il n'existe pas, il ne peut exister des statistiques pour ce genre de dépenses ou de ressources taries, pas plus qu'il en existe pour le temps des voisins de nous, une économie empêchée, des sinécures établies et maintenues, des dépenses inutiles imposées par des influences parlementaires et les servitudes électorales. Marion, Histoire financière de la France. Cependant, il nous fallait vivre jusqu'à cette convocation des États généraux, chacun mettait son espoir. Louis XVI rappela le magicien, le fragilisateur Necker, l'homme par qui le crédit renaissait. Soit Necker eut tous les pouvoirs d'un ministre et se remit à l'œuvre plein de confiance dans ses talents. Il frotta 2 millions de sa fortune personnelle au trésor, obtint des avances des banquiers, paya tout à guichet ouvert. Le grand défaut de Necker, c'est surtout un temps comme celui-là, était de voir les choses du point de vue financier et non du point de vue politique. Il ne prit pas ce qui se préparait. Il allait une révolution dont il ne fut pas encore plus étonné que bien d'autres. Son excuse est dans un malentendu à peu près général.
Lorsque le Parlement retrouvant son esprit réactionnaire décida que les États généraux soient tenus dans la même forme que ceux de 1814, au fond tout le monde comptait sur ces États pour défendre ses intérêts comme ceux des autres siècles. Le colonel même pensait que, comme autrefois, les ordres, les classes et les corps s'y combattaient, on serait l'arbitre de la lutte. Ce n'était pas cela du tout. Les corps s'y combattaient, elles ne seraient... Ce n'est plus cela du tout. La réclamation du tiers-État, celle du vote par tête familière visible, devenait irrésistible. Pour avoir repoussé, le Parlement perdit sa popularité en un jour. Necker ayant eu l'idée comme Calonne de consulter les notables, ceux qui en 1787 avaient demandé aux États généraux, pour éviter un sacrifice d'argent, demeurent hostiles du moment que les États ne répondaient plus à leurs calculs, s'annonçaient qu'ils devaient diminuer les deux premiers ordres au profit du troisième. Notables, Parlement regrettèrent alors d'avoir tant appelé à leur constitution nationale. Il était trop tard, mais déjà, dans la France naguère unanime, se découvrait la prochaine scission. Le malentendu n'était pas seulement là. On a beaucoup parlé avec admiration des cahiers, qui, selon la coutume, furent rédigés dans tous les bailliages et qui devaient résumer les vœux de la nation. En réalité, ils sont bien contradictoires ou bien vagues. Ils soulèvent tous les problèmes sans résoudre aucun. Il est bien vrai qu'ils ne trouvent aucun mot contre la monarchie. Et la France tout entière y paraît royaliste. Mais ce qu'ils demandent équivaut à un bouleversement du gouvernement de la société. Ils manifestent un vif attachement aux anciennes libertés et aux privilèges locaux en même temps que celui d'unifier des lois. Surtout, là-dessus, les trois ordres sont d'accord, en même temps que le désir d'unifier les lois. Petite erreur, je veux dire. Surtout, là-dessus, les trois ordres sont d'accord. Le principe très vieux, très naturel que les impôts doivent être consentis, leur emploi contrôlé par ceux qui les payent est affirmé avec vigueur. Le souci des finances, la haine du déficit et de la banqueroute, sentiment louable, s'accompagne d'une critique impitoyable des impôts existants. On y voit que les privilégiés tiennent d'autant plus à leur rédemption qu'elles les mettent à l'abri de la taille, c'est-à-dire de l'inquisition fiscale. Peu d'impôts personnels, plus de la taille détestée. Là-dessus, l'accord est parfait. Cette réforme sera réalisée. Réforme plus que légitime. Excellente! Pour plus d'un siècle jusqu'à nos jours, les Français seront délivrés de l'impôt sur le revenu. Les secrets de leurs affaires, auxquels ils tiennent tant, seront respectés. Mais ce besoin n'est pas non plus neuf. On connaît ici l'esprit de la vieille France, cette longue lutte contre le fisc. Ces cahiers montrent surtout le désir de ne pas payer ou de payer le moins possible. Le genre d'imposition que l'on demande est le plus léger qui se conçoive, parce que le bon sens dit tout de même qu'il en faut. Mais on ne voudrait pas d'autre. Les impôts en direct sont proscrits, les droits sur les boissons non moins que la gabelle. En résumé, l'État aura des charges accrues et des ressources diminuées. Aussi, les gouvernements révolutionnaires, esclaves de cette démagogie, seront rapidement conduits à des embarras financiers et à des expédients pires que ceux qu'on avait voulu sortir, sans compter que, l'anarchie étant vite venue, les comptables traduiront tout de suite les vœux des cahiers, ils se mettront en grève et ne paieront plus rien. Sévèrement, Carnot dira plus tard, toutes les agitations du peuple, quelles qu'elles en soient les causes apparentes ou immédiates, n'ont jamais, au fond, qu'un seul but, c'est de se délivrer du fardeau des impositions. Les députés qui, le 5 mai 1789, se réuniront à Versailles, n'étaient pas des difficultés qui les attendaient. Bientôt, les responsabilités de la direction vont peser sur le tiers-État, mènera à une lutte persévérante pour acheter le pouvoir à la monarchie. En racontant l'histoire telle qu'elle était, nous allons voir le gouvernement passer en de nouvelles mains, ce que la nature de la tâche est changée. Le langage du temps, particulièrement déclamatoire, les mots célèbres arrangés, ont donné à ces événements un caractère héroïque et fabuleux. La vérité surprit tout le monde. Il arriva que ce que personne n'avait voulu. Le gouvernement, c'est-à-dire Necker, se proposait seulement d'obtenir des députés les moyens de contracter les emprunts et de rétablir les finances. Il n'avait ni plan, ni concession politique. Il laissa les choses aller à la dérive. La noblesse fut tout de suite irritée. La tactique les plus anciens généraux ayant jeté à terre dès le début, c'est-à-dire que dès que le clergé eut passé du côté de la bourgeoisie, le tiers ayant tenu bon sur le principe de vote tête par tête et déclaré qu'il s'agissait pas d'états généraux ou d'une assemblée nationale où les trois ordres délibéreraient en commun. Le roi et les gouvernements ne furent pas moins déconcertés par cette nouveauté que tout cependant annonçait. Quant aux députés des tiers-états du clergé, ils ne se doutaient pas qu'ils étaient entraînés fort loin, puis dépassés par la force populaire en mouvement. Personne ne semblait même avoir remarqué
les émeutes, souvent sanglantes, qui s'étaient produites à Paris dans l'hiver 1788-1789, et que la disette ou la crainte de la disette avait provoqué non plus que les incidents violents qui, en beaucoup d'endroits, avaient marqué la campagne électorale. En tout cas, la très grande imprudence du gouvernement avait été de convoquer les États à Versailles, c'est-à-dire deux pas d'une vaste capitale où les émeutes fermentaient. Le tiers-État mit 2 mois à remporter sa première victoire, la transformation des États en assemblée. Il pouvait craindre une dissolution. Le 20 juin, par le serment du jeu de paume, 600 députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir établi la constitution du royaume. Cruel embarras pour le gouvernement. Sans doute qu'il a des troupes. Il peut dissoudre, mais qui représente qu'on a convoqué les députés pour obtenir de l'argent et qu'on va retomber plus bas que la veille. On ne dissout pas. Le gouvernement, au règlement du 23 juin, reconnaît que les impôts et les emprunts doivent être votés. Elle met la massification des États aux réformes législatives, ne cède pas à la division des ordres. Donc il admet pas la transformation des États généraux en assemblée, transformation pour laquelle se sont déjà prononcés le tiers, la majorité du clergé, quelques membres de la noblesse. Tous ces députés décident de rester en séance, et quand le marquis de Dreux-Brézé vient leur rappeler que les 3 ordres doivent s'unir séparément, Mirabeau répond par le fameux mot où il oppose par la volonté du roi à la volonté du peuple. Nous ne sortirons que par la force. Provocation habile. Mirabeau sait bien que le gouvernement, étranglé par la question d'argent, questionné de ses principes, et été par le Parlement son ennemi, ne peut pas renvoyer les États. Le tiers a gagné un parti gagné. Il est rejoint par le reste du clergé au complet. Une grosse fraction de la noblesse lui vient avec le duc d'Orléans, et le reste suit, moins par conviction que par prudence. À Paris, à Versailles même, l'émeute comptait déjà. Mournier, Mirabeau s'inquiétait et le gouvernement fit tout ce que tout gouvernement aurait fait à sa place. Il prit des mesures pour maintenir l'ordre. Aussitôt, le bruit se répandit que l'Assemblée allait être dissoute. L'agitation grandit à Paris et s'accrut encore lorsque Necker, qui désapprouvait la présence des troupes, eut quitté le ministère. 11 juillet. Le 12, on apprit que le roi avait choisi pour ministre Breteuil et qu'il conservait les hommes du parti de la cour ou du parti de la reine. C'était qu'une vélicité du coup d'État et elle aggravait la capitulation certaine pour le lendemain. L'insurrection qui éclata alors à Paris fut pleinement victorieuse et n'était pas seulement ce qu'avaient les modérés et les bourgeois qui formaient les assemblées des majorités et qui avaient conduit dans le pays les mouvements en faveur des réformes. Ce n'était pas la partie la plus recommandable de la population, ceux qui n'étaient même pas des électeurs, qui s'étaient emparés des fusils et des canons à l'hôtel des Invalides, qui le 14 juillet avait pris la Bastille, massacré son gouverneur de Launay et promené sa tête à travers les rues, ainsi que celle du prévôt des marchands Fessel. D'ordinaire, la bourgeoisie française a peu de goût pour le désordre de ce genre. Il faut avouer que première nouvelle, l'Assemblée de Versailles fut consternée. C'est seulement après la prise de la Bastille est devenu un événement et glorieux. Mais il n'est guère douteux que cette insurrection qui déchaînait les passions dangereuses ait tout été du moins encouragée par ce qu'on appelait des capitalistes, par des hommes qui au fond tenaient surtout à l'ordre, présenté pour eux par le paiement régulier de la rente et qui pour le départ de Necker était de banqueroute. Necker fut rappelé puisque son nom était pour les entiers comme une fétiche, mais déjà la matière avec laquelle on les paye s'envolait. La prise de la Bastille était un symbole. Elle ne rendit pas seulement jusqu'à Königsberg, aucun ne se dérangea sa promenade. Elle fut en France le point de départ d'une anarchie qui ne demandait qu'à éclater. Les désaveux des mesures d'ordre, la décision de tirer sur le peuple, la fédération de certaines troupes, les gardes françaises avec la foule, l'absence de toute répression après l'émeute, et les conséquences nécessaires qui en essaient de prolonger. Après le 14 juillet, une vaste insurrection éclate en France. Contre qui? Contre le vieux projet de haine générale, contre le fils. Et puis on démolit les bureaux d'octroi, on brûle les registres, on moleste les communes, manière à se délivrer des impôts. Le vaste jacquerie dans les campagnes, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ainsi se traduisent les vœux de forme si raisonnable pour exprimer les cahiers. L'ambassadeur de la République à Venise, obtenant comme toujours d'un lieu écrivait
Une anarchie horrible est le premier fruit de la régénération qu'on veut donner à la France. Il n'y a ni pouvoir exécutif, ni loi, ni magistrat, ni police. Cette explosion, nommée par de l'anarchie spontanée, n'échappa à l'Assemblée. Elle fut effrayée et se comporta avec la foule comme le roi se comportait avec elle. À la... Par à coup et sans réflexion. Un rapport sur le brigandage qui concluait sur les mêmes termes que l'ambassadeur vénitien répondit l'alarme. On se dit qu'il fallait faire quelque chose afin de calmer les populations, et que les promesses d'impôts justes et régulièrement votées par une mec satisfaction le 4 août, dans une séance du soir, un député de la noblesse. Le vicomte de Noailles proposa de supprimer les droits féodaux, ce qui restait de ces droits était naturellement fort détesté. À la vérité, beaucoup avaient disparu, d'autres étaient tombés en désuétude. La féodalité se désinclinait depuis bien longtemps. Le sacrifice n'était pas moins méritoire. Il l'était encore plus si les propriétaires des droits féodaux ne s'étaient pas délivrés des charges féodales, dont la plus lourde était le service militaire. Surtout, ce service aurait été gagné à ne pas être consenti sous le coup de la peur, et très étonnamment. Il y eut une sorte de vertige, ce qui proposait d'immoler un privilège. Après les droits seigneuriaux, la dîme, qui avait cependant pour contrepartie les charges de l'assistance publique. Après la dîme, les privilèges des provinces, des communes, des corporations. Dans cette nuit de panique plutôt que d'enthousiasme, on abolit pêle-mêle, sans discernement, les droits d'origine historique qui appartiennent des Français nobles à des Français qui ne l'étaient pas, ce qui était caduque, et qui était digne de durer dans toute organisation de vie sociale. De la chute créer un vide auquel de nos jours, la législation a tenté de remédier pour ne pas laisser les individus isolés et sans protection. Mirabeau, allant cette nuit-là, fut le premier à blâmer cette vaste coupe, ce tourbillon électrique et en prévoir les conséquences. On avait, disait Rivarol, déraciné l'arbre qu'il fallut émonder. Déjà, il était impossible de revenir en arrière, et un mal du moins, mal immédiat, était irréparable. Car on avait rendu la France uniforme, en supprimant d'un trait toutes les exceptions qui rendaient si malaisée l'administration financière. L'État prenait aussi des charges qui, en bien des cas, étaient la contrepartie des redevances abolies. Quant à la masse publique, elle interpréta cette hécatombe dans le sens de ses désirs, c'est-à-dire comme une délivrance de toutes ses obligations. Il arriva donc que du jour au lendemain, personne ne paya plus. La perception des impôts qu'on avait cru rétablir en proclamant la justice pour tous devient en plus difficile. On avait cru arrêter l'incendie de la démolition. La violence de l'incendie redoubla. À la fin du mois d'août 1789, devant l'Assemblée, Necker, devant l'Assemblée, poussa un cri de détresse. Plus jamais que le trésor était vide, les revenus publics s'étaient taris, les recettes ne couvraient plus déjà que la moitié des dépenses. Necker demandait à l'Assemblée de rétablir l'ordre sans lequel le recouvrement des impôts était impossible à autoriser un emprunt. Les impôts ne rentrèrent pas mieux, l'emprunt rentra mal. Le 24 septembre, Necker annonça un échec. Il montrait la pénurie grandissante de l'État, le danger sans laisser de ressources lorsqu'à disette causait déjà des troubles, et demanda le vote d'une contribution ordinaire, dite taxe patriotique d'un quart de revenu net à partir de 400 livres. L'Assemblée fut atterrée par cette conclusion, plus encore que par la peinture des désordres où achevaient de sombrer les finances. Venu pour porter remède au déficit et pour alléger les impôts, il se trouvait devant un déficit agrandi devant la nécessité de créer un impôt plus lourd que tous ceux qui existaient avant elle. Pour ces représentants de la classe moyenne, c'était un coup terrible. Assurément, ce n'était pas ce que le tiers avait espéré. Il apparaissait à travers les paroles de Necker, paroles de financer toujours, qu'une révolution n'était pas un bon moyen de résoudre la question d'argent, de la France tant alarmée et tant plainte. L'Assemblée craignait le désaveu qu'elle infligerait à elle-même sur cette partie de son programme, puisque le gouvernement constitutionnel avait promis de faire mieux que la monarchie absolue, et fut sur le point de repousser la taxe. Alors Mirabeau, doué plus que les autres dans le sens de l'État et du gouvernement, intervint et entraîna la majorité en lui montrant qu'elle périrait encore plus sûrement par la hideuse banqueroute. Celle qu'en effet qui devait tuer la Révolution peu d'années plus tard. Dans l'histoire, la division des chapitres est le plus souvent artificielle, les coupures sont arbitraires, parce que les événements ne s'arrêtent jamais. Quand la Révolution a-t-elle commencé? À quel moment le règne de Louis XVI a-t-il vraiment pris fin?
on peut donner des dates diverses. Il nous paraît rationnel de fixer les journées d'octobre, pour les raisons que nous allons dire. Les États généraux s'étaient ouverts sur des principes avec un cérémonial également traditionnel. Puis la distinction des trois ordres, une distinction essentielle avait disparu. Les États étaient devenus une assemblée nationale, s'était proclamée constituante. Pendant qu'elle occupait à donner une constitution au royaume, c'est-à-dire une nouvelle forme de la société et au gouvernement, non seulement elle avait été impuissante à porter remède à la maladie financière, et en raison de laquelle avaient été convoqués les États, mais encore elle avait aggravé. Il y avait donc des surprises et des déconvenues pour tout le monde. Mais si le roi, comme l'Assemblée comprenait beaucoup mieux comme on l'a dit, il s'agissait bien d'une révolution, on était encore trop près du point de départ pour ne pas croire que tout s'arrangeait. On était trop près pour ce qui crut d'une situation entièrement neuve. Elle ne l'était pas. Que fallait-il pour qu'elle le devint? Révolutionnaire celle-là, intervint, pesa sur ses deux pouvoirs et prit désormais plus d'influence qu'eux. Ce qui se produisit à partir du juin d'octobre, c'est à partir d'un moment où l'autorité royale était déjà diminuée, par l'Assemblée où le prestige de l'Assemblée était affaibli par son impuissance à maintenir l'ordre et améliorer les finances. Depuis le mois de juillet, l'Assemblée discutait la Constitution. Louis XVI avait laissé naître ce débat. Mais la loi était vivante. Il dépendait de l'accepter de repousser les atteintes portées à son autorité. L'Assemblée craignait donc son refus et était tentée de voir la cour dans l'armée dans ses complots pour encourager le roi à la résistance. Répandre la peur de ces complots, les dénoncer à toute minute, c'est d'autre part le rôle des agitateurs qui n'avaient pas tardé à apparaître dans la prise de la Bastille. Les désordres qui avaient suivi avaient été le triomphe qui a mis Desmoulins, Barras, Loulato, qui excitaient Paris par des discours et par la presse. L'Assemblée se méfiait de Paris, la nouvelle loi municipale, loi infiniment dangereuse, principe que tout ce qui allait se venir était une commune de 300 membres, encore modérée, mais servie par une garde nationale qui, sous la direction de Lafayette, esprit chimérique et avide de popularité, était médiocre garantie pour l'or. Les agitateurs parisiens ne manquaient pas une occasion de soulever la rue, et les armoires grandissants de l'Assemblée qui menaçaient Sandès et qui intimidaient ne leur échappaient pas. Dans les premiers jours d'octobre, le bruit fut répandu qu'à Versailles, un banquet de garde du corps, la nouvelle cocarde tricolore avait été foulée aux pieds et qu'un coup de force serait revenu. Le 5, le pain ayant manqué dans quelques boulangeries de Paris, dont l'approvisionnement commençait à souffrir de la désorganisation générale, une émeute de femmes qui grossit rapidement, et le mot d'ordre à Versailles circula aussitôt. Lafayette, après une hésitation, eut l'insigne faiblesse de céder et la garde nationale tue le cortège au lieu de lui barrer la route. La foule se porta alors sur Versailles, envahit l'Assemblée et le château, égorgea les gardes du corps, et réclama la présence du roi à Paris. Lafayette le promit, et le 6 octobre, toujours accompagné de l'émeute, ou plutôt de son prisonnier, conduisit dans la capitale roi, reine, dauphin et députés. On se consola en répétant le mot éthylique. Nous amenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. La vérité, très grave, c'était que le royauté et l'Assemblée, qui regardaient l'armée comme une force contre-révolutionnaire, n'avaient pas admis un instant la résistance, avaient également capitulé. Désormais, l'émeute tenait ses otages le jour où les plus violents seraient maîtres de Paris et de sa municipalité, de sa commune. Ce jour-là, ils seraient maîtres du gouvernement. L'histoire, le mécanisme, la marche de la révolution jusqu'au 9 Thermidor tiennent de ces mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo me tenait beaucoup à cœur, donc j'ai pris beaucoup de temps pour la faire. Donc j'ai des problèmes de son et de montage. Si vous aimez ce type de vidéo, on continuera comme ça. Sinon, j'essaierai de voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui plaisent. Et pour
pouvez me suivre sur ma chaîne Laura. Vous pouvez faire des posts sur ma chaîne Laura. Voilà. Ciao.